Salut, moi c'est Niki. Moi c'est Bi. Bienvenue dans le podcast Madame attrape ton cœur. Une conversation à cœur ouvert entre deux copines d'origine camerounaise et bissau-guinéenne qui ont quitté leur vie parisienne pour s'installer à Abidjan. Dans ce podcast, on vous parlera entre autres d'identité, de féminisme, de carrière professionnelle, d'expatriation, de santé mentale, d'art et de culture. Aquaba! Salut Niki, comment tu vas? Salut Bi, ça va et toi? On est là. Tiens. Les nouvelles. Les nouvelles. Bah écoute, t'es sûre que tu veux que je commence par mes nouvelles à moi? Bon, je vais commencer par les miennes, parce que je vois que t'es tentionnée. Ouais. Bon, on va pas dire ça à chaque fois, tu vois. C'est comme si on attendrait que c'était... Ouais, limite, c'est ça en fait. On attend que ces épisodes pour se libérer, quoi. Libérons la parole. Vas-y. En fait, tu sais, on me dit souvent qu'il faut lâcher prise. Ouais. Et je trouve que c'est vrai que c'est important, mais en fait, c'est difficile quand t'as que des nouvelles négatives. C'est ça. Et moi, en ce moment, je me dis que les dirigeants africains n'aiment pas les pays qu'ils gouvernent, tout simplement. Ouais. Parce que quand je vois les tensions politiques en Côte d'Ivoire, la rentrée scolaire qui est hyper problématique ici, mais aussi en Guinée-Bissau, c'est désastreux. Et l'absence d'infrastructures de santé en Guinée-Bissau, parce qu'en fait, quand tu pars en vacances là-bas, on te dit que si t'es malade, l'hôpital le plus proche, c'est au Sénégal. Ouais. C'est désastreux, c'est tensionnant, et on te dit quand même que tu dois continuer ta vie. Donc, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais voilà, c'est mon tensionnement. Et toi? Mais tu sais que quand j'étais petite, on avait souvent un adage qui disait en Afrique, c'est Dieu qui nous sauve. C'est clairement ça. Hein. Parce que t'as quoi d'autre en fait? On avait dit que c'était le confinement, les aéroports étaient fermés, mais pourtant t'as des hauts dirigeants qui sont allés se faire soigner en France. Des bilans de santé. Ouais, des bilans de santé en France et tout, donc bon. Ouais, en Afrique, c'est Dieu qui nous sauve. Bah, toujours dans la même lignée, parce que on est connectés, meuf. C'est en accord. Je vais partager un Goumin. Enfin, je trouve que Goumin et tensionnement, c'est pas le même level, tu vois. Tensionnement, c'est vraiment genre, on est énervé alors que Goumin, ça fait mal, tu vois. Ouais, et en fait, Goumin, tu subis, quoi. C'est ça. Alors que tensionnement, là, ça sort par les pores, limite. Moi, je vais vous parler d'éducation sur le continent. Ouais, toujours dans la même lignée de la santé. La semaine dernière, bah écoute, je regardais la télé, tranquille, tu vois, pépé. Et il a fallu que je tombe sur une émission de Live TV, le talk show, avec un chrysologue. Moi, je savais pas ce que... Ça existe, ça? Ouais. Ah, ok. Chrysologue qui s'appelle Eddy Brice Niapia, qui a sorti un livre qui s'intitule « Le système éducatif que mérite la Côte d'Ivoire ». En gros, ce que j'ai retenu... Et ce qui m'a fait le plus mal de cette interview, il disait que 80% des compétences acquises par les étudiants en fin d'études sont obsolètes. Il a bien employé le terme obsolète sur le marché de l'emploi. Donc ça veut dire qu'en fait, on forme des futurs chômeurs, quoi. Ouais, en gros, c'est ça. Et comme l'univers fait bien les choses, quelques jours plus tard, je tombe sur la vidéo que je t'ai partagée d'AG+, où il redisait la même chose pour la Côte d'Ivoire. Et il disait qu'au Cameroun, par exemple, tu as plus d'étudiants qui font des études en littérature germanique que de médecins. Il y a un médecin pour 10 000 habitants, s'il te plaît. Et les gens font de la littérature germanique. Ouais, le ratio m'avait choqué. Germanique. Ouais. Et t'as aucune langue locale qui est mise en avant. Enfin, en fait, je sais pas dans quel système on évolue, mais on marche sur la tête. Pour moi, on marche sur la tête. Et ça me fait penser à l'épisode du White Savior. Je me dis, en fait, par exemple, moi, dans mes études, quand tu fais le bilan socio-économique d'un pays, la première chose qu'on te dit, c'est manque de compétences. Ouais. Tu vois, manque de compétences ou fuite du cerveau. Toi, t'arrives jeune avec des idées arrêtées sur l'Afrique. Tu as fait des cours sur ça. T'arrives sur le terrain. Tu fais le constat parce que quand tu passes les entretiens d'embauche, franchement, il y a de quoi... c'est alarmant, quoi. Et ce n'est pas la faute des personnes qui passent ces entretiens, c'est juste qu'il n'y a pas les infrastructures adaptées pour, tu vois. Tu fais ce constat, comment ne pas entretenir ce complexe du souverain, en fait? C'est clair. Ça t'arrive, on te voit comme un messie parfois et... Non, en fait. Non. Et sachant qu'aussi, on en parlait hier avec un pote, il disait que, ok, nous on est venus s'installer ici, mais on va refaire le même schéma. Si on fait des gosses ici, on va les envoyer à l'extérieur pour étudier.
Et je trouve ça hyper triste, tu vois. Bah non, on est tous dedans en se disant, vas-y, ils vont faire le primaire, le collège, lycée ici. Dès qu'ils ont le bac, ils partent à l'étranger. Mais même au lycée, ce que les parents, par exemple, ivoiriens, ce que plusieurs parents ivoiriens font, à partir de la terminale, on te met au lycée français. Comme ça, t'as toutes tes chances d'accéder à l'école en France, quoi. Non, mais après, moi je dis, ok, donc c'est vrai que tu peux travailler de l'état d'esprit des peuples, etc. Mais évidemment, si c'est une volonté politique. Hein. C'est ça. Donc, Parce que l'AFD, la Banque mondiale, tout ça, apparemment, ils financent des programmes d'éducation. On sait pas trop où ça va, ce que ça fait. Quel genre de problème d'éducation? Souviens-toi, je t'avais envoyé un post d'une... en gros, c'est une association qui finance les... comment ça s'appelle? Les fournitures scolaires des enfants. Et la première chose que j'ai vue, c'est que la petite avait un cartable à Reine des Neiges. En soi, c'est anodin. C'est sympa, la Reine des Neiges, je ne dis pas non, tu vois. Mais c'est une petite fille dans un village en Côte d'Ivoire. Enfin, je sais pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autre représentation que la Reine des Neiges, tu vois. Limite, dès le biberon, on nous inculque qu'il faut aimer ce qui vient de l'extérieur. Ouais. On te donne un livre de coloriage, t'as des fraises dedans. Enfin, on fait pas pousser des fraises ici, peut-être au Burkina Faso, mais et encore. Ah non, mais même les livres de lecture, moi je faisais lire, j'apprenais à lire à des gosses. On te parle de Tour Eiffel, de neige. Je suis en mode, mais qu'est-ce que tu sais ce que c'est la neige? Mais c'est ça, c'est pas adapté. Enfin, pourquoi est-ce qu'on fait pas des trucs... Enfin, voilà. Pareil, j'avais une réflexion, je me dis, bon, ça n'avait rien à voir avec le constat qu'on a fait, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour... comme on dit, apporter notre pierre à l'édifice, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu vas financer peut-être, parrainer peut-être un enfant, financer un truc. Mais quand tu vois que tu vas financer pour l'aider à mieux chômer, enfin non. Où est l'intérêt, tu vois? Après, c'est pour ça que quand on avait cette discussion, moi je t'ai dit que moi j'étais plus d'avis de coacher des jeunes, des enfants, ou en fait, pas essayer d'atteindre la masse parce que c'est compliqué, mais au moins, je me dis si j'ai aidé une ou deux personnes, c'est déjà ça, tu vois. Ouais. Et moi, je suis plus dans la pratique parce que, tu sais, ils sont tous assis à l'école, ils font des super diplômes et tout, hein, mais c'est que de la théorie. Et le plus important, en fait, sur le marché de l'emploi, c'est la pratique. Mais bien sûr. Le gars, pareil, dans le talk show, il te disait que les étudiants en BTS n'ont jamais fait de travail sur ordinateur, tu vois. Tous les logiciels, toutes les technologies qui nous servent aujourd'hui dans le milieu du travail, ils les font pas. Non. Je te dis, ouais, mais c'est chaud, quoi. Mais le plus choquant, moi, c'était... donc, je faisais un atelier dans une école spécialisée dans le journalisme, etc. Ouais. Et donc, parmi eux, tu avais un cursus photographe. Et quand je suis arrivée, certains, c'était la première fois qu'ils touchaient un appareil photo. Ils sont sur le cursus photographie dans une école de journalisme. Ils n'avaient jamais touché un appareil photo. Mais je dis, comment vous découvrez le truc? Ils font, ouais, en fait, voilà. Ils montent leur cahier. Sur le plan technique, tu sais, on dirait un manuel d'un appareil photo. Ouais. Et c'était ça qu'ils apprenaient. Il n'y a pas de manipulation. Ouais. Et c'est pas... Et encore une fois, c'est pas que les gens manquent de volonté, hein, pas du tout. Mais l'éducation, ça dépend de l'État. Ça dépend pas de l'individu. Donc, si l'État, au lieu de fournir du matériel aux jeunes, il va et se paye des villas à 200 millions, moi, je sais pas, tu vois. C'est vraiment triste. Donc, voilà pour mon goumin / tensionnement du moment. Ouais, ça me rend triste. Ouais, surtout qu'on n'a pas de... Personnellement, j'ai pas de solution. Je sais pas quoi faire. Non, moi non plus. Sinon, rentrant dans le vif du sujet. On est de retour pour la dernière série sur Bagage au travail. Ouais, et l'avant-dernier épisode de cette saison. Ouais, je me sens trop fraîche là. Ouais, on est de saison 1. J'attendais ce moment, putain. Ouais, bon après le sujet du jour est pas du tout fun, comme les autres d'ailleurs. Parce qu'on va parler de souffrance au travail. C'est ça. En parlant de burn-out et de bore-out. Ouais. Qui sont des syndromes d'épuisement professionnel. Et on va s'appuyer sur un témoignage. Tiens. Et juste un petit disclaimer, je sais qu'on en fait beaucoup, mais le but de ce podcast, c'est pas non plus... c'est pas juste de raconter des galères, hein, c'est pas ça, mais c'est juste... c'est juste parler de ce dont on ne savait pas, en fait, avant de rentrer dans ce milieu dans le milieu du travail. On ne savait pas que tout ça pouvait arriver. Et c'est juste partager ces expériences-là avec vous et avoir des retours pour que la personne qui écoute
sache qu'elle n'est pas toute seule en fait, qu'il y en a d'autres comment dire, du même âge qu'il ou elle, qui ont vécu ces choses-là et que c'est tout à fait normal. Ça donne des outils. Voilà, exactement. Donc, on va s'appuyer sur ton témoignage, Bi. Parce que, je vais laisser écouter, on va découvrir tous ensemble. Je n'ai pas écouté ton témoignage, donc on va le redécouvrir. Enfin, toi, tu vas le redécouvrir, mais moi, je vais l'écouter pour la première fois. Moi-même, je ne me suis pas écoutée. Tu t'es pas écouté? Non. Bon, ok. Allez, c'est parti. Salut, moi c'est Bi du podcast Madame attrape ton cœur. Et en 2019, âgée de 27 ans, j'ai fait un burn-out professionnel. En fait, ce qui s'est passé, c'est que début 2019, je me suis retrouvée au chômage suite à une fin de contrat d'un job que j'adorais dans la distribution, qui s'est terminé abruptement. Bref, j'ai eu un gommin professionnel, on va dire. Et j'ai subi une période de chômage de 3 mois très difficile moralement. Peu d'offres me correspondaient sur le marché, on me proposait des salaires et des postes pas du tout en rapport avec mon niveau d'expérience ou voire mon expérience tout court. Donc je finis par trouver un premier emploi où je reste seulement 1 mois et demi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le domaine d'activité, les missions et aussi la mauvaise ambiance au travail m'ont fait fuir très rapidement. Je sentais que physiquement et moralement, ce n'était pas pour moi. 1 mois après, du coup, je démarre dans un grand groupe, dans la distribution. Donc sur le papier, le poste correspond totalement à mon profil, à mes attentes, le salaire est très bon et le nom de la boîte fait bien sur le CV, bien sûr. Les 3 premiers mois sont hyper intenses, on me demande d'être opérationnel très rapidement. Donc je me démène, je commence à délivrer et globalement les gens sont satisfaits. Le mois d'après, donc on se retrouve en septembre, on valide ma période d'essai. Ce qui devait être un moment, on va dire, de célébration, je me sens pas bien, je me sens crispée. Et j'ai cette impression, et j'ai même cette petite voix dans ma tête qui me dit « J'aurais préféré qu'on renouvelle ma période d'essai. Il y a un truc qui cloche. » Bref, je mène plusieurs activités. Les horaires sont intenses. La charge de travail, n'en parlons pas, hyper importante. Et je commence petit à petit à avoir des problèmes de sommeil. Je dors mal. Je suis constamment fatiguée. Et bizarrement, j'enchaîne 2 infections, ce qui est très nouveau pour moi, du jamais vu. Et en fait, à ce moment-là, je bosse en moyenne 50-55 heures par semaine. Alors qu'en Côte d'Ivoire, normalement, c'est 40 heures par semaine, selon la loi. Fini le mois de septembre, on se retrouve en octobre. Et ce mois, je l'appelle le mois de l'horreur. Parce que je travaille du lundi au dimanche. La charge de travail est inhumaine. Et je le dis. J'en discute avec la hiérarchie, notamment mon N+1, qui m'envoie bouler. Et me dit... si pour toi c'est comme ça, imagine pour nous, en parlant de lui et de notre N+2. Et il me demande de faire des miracles. Je me retrouve à assumer l'organisation d'un événement, en plus de mon travail habituel. Donc en fait, je suis commerciale. Et à ce moment-là, donc, mes troubles du sommeil sont de plus en plus importants. Chaque matin, j'ai la boule au ventre. Je négocie avec moi-même pour me lever et sortir du lit. J'évite de me regarder dans le miroir, car j'ai perdu énormément de poids. Et constamment, je me prends des remarques du genre « Tu as dépéri, tu m'as l'air très fatiguée, ah, ton pantalon te flotte ». Et ça, c'est très dur, parce que c'est un rappel constant que rien ne va. Et je commence aussi à faire des vertiges. J'ai la voix qui se casse, donc parfois je commence à parler, puis ma voix part. Et elle revient. Et je constate aussi que je commence à oublier certains éléments, notamment de ma vie personnelle. Quand j'ai des discussions avec ma famille ou des amis, je me rends compte que j'ai des petits trous de mémoire. Et au milieu de ce mois d'octobre, je développe une douleur très aiguë au niveau des cervicales qui descend jusqu'à la main gauche. Je suis donc obligée de mobiliser ma main dans une attelle. Et comme j'organise un énorme événement assez important, je prends sur moi pour le finaliser. Et pour information, on est 3 ou 4 à être malades dans l'équipe à ce moment-là. Il y a quelque chose qui cloche au final. Mes parents, qui à chaque fois m'appellent, je suis en train de travailler, me disent qu'il est temps que je cherche un nouveau travail, que je parte, parce que ce n'est pas normal de travailler autant et ce n'est pas tenable sur la durée.
et rien ne vaut de se tuer la santé pour de l'argent. Je finis mon mois d'octobre lessivé, je suis à 4 pattes, et on commence le mois de novembre, et c'est conflictuel en interne en entreprise, parce qu'on me reproche d'avoir peu de résultats sur le plan commercial, alors qu'on m'a mobilisé sur d'autres choses, et le marché est très difficile. Et je commence à en avoir marre de tout, en fait. Je suis constamment sur les nerfs, je suis devenue pessimiste, ce qui ne me ressemble pas du tout. Et mon état de santé, en fait, ne fait qu'empirer, puisque les douleurs deviennent vraiment invalidantes. Et je vois quelques spécialistes, notamment une chiropracticienne et un médecin généraliste, qui me disent tous les deux qu'il serait temps que je me repose et que je réfléchisse à ma situation professionnelle, parce que c'est beaucoup trop pour un être humain. Le corps est fatigué, mon état empire sans que les médecins ne sachent quoi faire. Et enfin, on arrive plutôt vers la fin du mois de novembre. Et un matin, en fait, j'ai mal à la poitrine. Je pense faire une crise cardiaque. Je suis incapable de respirer ni de bouger. Par miracle, j'arrive à respirer. Ça passe. Mais je me constate qu'en fait, j'ai les cervicales bloquées. Je ne peux plus tourner la tête et impossible de bouger le bras gauche. Le médecin me donne une Minerve, me donne un paquet de médicaments que je prends déjà depuis un bon moment, des anti-inflammatoires. Et je suis limite un cadavre debout. J'ai encore perdu du poids. Ma relation est très tendue avec mon N+1 et d'autres collègues. Et exténuée à bout, le 1er décembre, je finis par être hospitalisée 3 jours, puisque mon état de santé avait de nouveau empiré. Je vomissais, j'avais des vertiges qui m'obligeaient à rester allongée. Et j'avais le côté gauche du visage qui était douloureux. Et là, mon médecin reconnaît qu'il est dépassé, que le diagnostic est peut-être mauvais. Et donc pendant ces 3 jours-là, je vois des médecins qui défilent. Personne n'a vraiment un diagnostic à poser. Et là, dans ma tête, je me dis, mon travail m'a rendu malade et m'a mis sur un lit d'hôpital. Et moi, c'était ma première hospitalisation. À la fin, on me dit que j'ai une névralgie cervicalo-brachale, et ainsi que en fait, mon médecin et mes collègues m'encouragent à aller en France pour me soigner, me reposer. Et là, ma chiro qui me dit il faut que tu réfléchisses sur ta vie professionnelle, parce que c'est ça qui te crée des douleurs physiques. Et c'est seulement le 17 décembre que ma rhumatologue pose le diagnostic. Je fais un burn-out. Elle m'arrête 1 mois et demi et me conseille de me reposer. Donc à ce moment-là, je dors 12 heures par jour. Je dois faire un suivi psychologique et il est impératif que je change d'entreprise ou de département. Donc en janvier, je reviens à Abidjan. Et c'est très très conflictuel avec l'entreprise, puisque je manque une période clé, le kick-off. Et mes douleurs sont intenses. Je fais plusieurs fois des sortes de mini-crises cardiaques. En fait, c'est des crises d'angoisse. Et je revois ma rhumatologue qui s'inquiète de voir mon état empirer. Et là, elle utilise des mots chocs pour que je me réveille. Elle me dit qu'il y a un risque que je fasse un AVC, une crise cardiaque, ou que j'ai des complications, des séquelles si je continue comme ça. Donc c'est un peu une gifle, je me mets à pleurer. Et là, ma famille me dit « il est temps que tu partes ». Donc je finis par démissionner, c'est très difficile, ça ne se passe pas comme prévu. Mais mes douleurs finissent par diminuer. Et en fait, c'est que j'ai vécu une surcharge de travail intense, un environnement de travail pas humain, du harcèlement moral, comme vous avez pu le comprendre dans d'autres épisodes, de la part de mon chef, de l'harcèlement sexuel des partenaires. Et l'histoire, en fait, ne s'arrête pas là, parce que là, aujourd'hui, j'enregistre, on est en septembre 2020. J'ai un nouveau travail, mais j'ai encore des douleurs. Je dois dormir 10 heures par jour. Je porte encore mon attelle de temps en temps. Je suis énormément suivie par différents spécialistes et je fais des rechutes en fait à certaines périodes en raison du traumatisme. Parce qu'en fait, le burn-out, dans mon cas, c'est accompagné d'un traumatisme. Et personne ne sait si je vais vraiment totalement récupérer, retrouver ma santé physique et mentale. Enfin, moi, je l'espère. C'est juste une longue bataille, difficile. Je sais que je ne serai plus jamais la même, mais j'espère un jour m'en sortir. Ça fait bizarre de s'entendre et de revivre tout ça. Période très très sombre de ma vie. Désolée, hein. Je l'entends pour la première fois dans les détails.
C'est vrai qu'on était ensemble quand tu vivais cette période-là, mais tu sais jamais vraiment ce que quelqu'un vit dans les détails, tu vois. Non. Tu vois de l'extérieur et tu peux pas... Je sais pas quoi te dire. Bah, en fait, il y a rien à dire. Hein. C'est... comment dire ? En fait, c'est une bataille très personnelle et solitaire. Ouais. Et quand t'es dedans, toi-même, tu te rends pas compte de ce qui se passe. Et moi, dans ma tête, j'étais une Wonder Woman. Donc, je pouvais tout supporter. Ouais. Et moi-même, quand je suis tombée, parce que l'hospitalisation, j'appelle ça l'effondrement total, j'ai été surprise, en fait, que mon corps me lâche, que je ne sois plus en mesure d'encaisser. Et je savais pas quoi dire, je savais pas quoi faire. Et là, à ce moment-là, j'avais juste qu'une envie, c'était de dormir. Et j'ai dormi pendant plusieurs mois. Et ce qui est malheureux avec le burn-out, c'est que c'est pas reconnu comme une maladie. D'accord. L'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, le voit plus comme un syndrome. Donc en fait, c'est un syndrome de stress chronique auquel tu es exposé au travail et que la personne n'arrive plus à gérer. Ouais. Et donc dans ça, en fait, tu as 3 phases. Tu as le sentiment d'épuisement total, donc tu as un manque d'énergie. T'as beau te reposer, tu te sens pas ressourcé. Donc moi, je pouvais dormir 12 heures une nuit en me disant c'est bon, je vais récupérer. Je me sentais encore plus fatiguée. Et après, tu développes aussi un cynisme vis-à-vis du travail. T'es négatif. Et c'est pour ça que je le dis dans le témoignage, c'est que j'étais surprise de pouvoir être aussi négatif. Pour moi, tout le monde était con à ce moment-là. Ouais. Et me sentir aussi pas à la hauteur de mon travail. Parce que j'arrivais pas. J'ai l'impression que je faisais rien. Et en fait, on me disait constamment que je faisais rien aussi à ce moment-là. Ouais, donc ça n'aidait pas. Ça n'aidait pas et j'étais désemparée. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que le burn-out, il a plusieurs phases. En fait, à la phase d'alarme. Et ça, c'était mon état en septembre. Les petites infections, en fait, c'était le signe. C'est ça. Pour me dire, repose-toi. Et j'ai pas su. Et en fait, j'ai continué. Et là, mon état s'est dégradé. J'ai commencé à négocier avec moi-même. C'était mon état en octobre, tous les matins. Allez, tu peux le faire, sors du lit. Et là, en fait, les douleurs, les tensions étaient de plus en plus graves et jusqu'à l'effondrement. Et quand t'es effondré, c'est là où la guérison est très longue. Et t'as besoin d'un appui extérieur pour remonter la pente. Tu peux pas remonter la pente tout seul. Et c'était quoi ton appui ou tes appuis extérieurs ? Du coup, je me suis beaucoup appuyée sur ma rhumatologue, qui avait ce côté aussi très médecine classique. On te donne des médicaments, mais aussi faut te reposer, etc. Donc pas mal de conseils. Et qui m'a aidée dans mes démarches aussi pour quitter l'entreprise. Parce que c'est comme si j'étais obsédée, moi, bien par cette entreprise et me dire je pouvais pas partir. J'avais très peur, donc il fallait qu'elle me secoue. Ensuite, ma psy. Parce que derrière, en fait, la psy, moi, elle me permet toujours de comprendre mon rapport au travail. Comprendre mes sources de stress et aussi comment les gérer. Et aussi parce que du coup, ma personnalité n'est plus la même. Donc m'aider aussi à gérer tous ces changements. Et je parle à la fin de traumatisme parce que du coup, à certaines périodes clés, je fais des rechutes. Et quand je dis je fais des rechutes, ça veut dire que j'ai mes douleurs qui reviennent de manière très intense et ça m'invalide. Et donc elle est là pour ça. Et ensuite, je me suis beaucoup appuyée moi sur la médecine alternative. Donc j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Réflexologie plantaire. Parce qu'au niveau des cervicales, je pouvais pas être manipulée à ce moment-là. Donc c'était la seule manière de faire. J'ai suivi une thérapie par les fleurs de Bach. Ah, ça, je savais pas. C'est une amie qui est thérapeute à ce niveau-là. D'ailleurs, je lui fais des bisous, Lucie, merci beaucoup. Ensuite, j'ai vu, je sais pas qu'on appelle ça, une énergéticienne, sophrologue. Je sais pas. Je sais pas trop. Notre maman d'ici, voilà. là, qui s'occupe de nous. Marie, Voilà, Marie, c'était un enfer. Hein. Mais, mais c'était... là-bas, c'est pour... C'est ça. Un soin de 4 heures, les gars. Mais tu sais ce qu'elle dit quand tu vas là-bas ? Elle dit tant que c'est pas le moment, il n'y a pas de place chez moi. Et c'est vrai. Ah non, moi j'ai eu de la place en 2 semaines. Ouais, c'était incroyable. Il n'y a jamais de place chez elle parce que c'est pas le moment.
Donc elle m'a aidée sur une phase, bon j'expliquerai après, mais à ce moment-là j'avais besoin d'elle. J'ai vu un naturopathe. Après j'aurais pu voir d'autres spécialistes, j'ai pas vu, mais sur ma liste j'en ai encore. Une diététicienne, parce que j'ai des problèmes gastriques. Si mes problèmes de traumatisme ne sont pas gérés, je vais devoir passer voir quelqu'un qui fait de l'hypnose. Un hypnoticien. Ouais, je sais plus comment on appelle ça. Hypnoticien, je pense. Ouais, et j'ai fait beaucoup de stages de méditation, de relaxation pour m'accompagner. Et après, il y a quand même un être suprême. Qui, donc c'est la spiritualité, ça m'a beaucoup aidée. Parce que dans ces moments-là, j'avais besoin d'espoir. Ah, bien sûr, tu peux pas t'appuyer. Et donc ça, c'était le domaine médical. Et après, j'ai eu le soutien des proches. Pour les proches, en fait, j'ai dû faire un nettoyage. En fait, pour comprendre, c'est que moi, j'avais plus d'énergie. Donc, j'avais plus cette force d'écouter certains. Je trouve qu'il y a des gens qui ont un comportement vampire. Ils absorbent ton énergie. Donc, quand t'en as pas, t'as pas de force. Donc, j'ai fait le tri et j'ai su identifier les personnes clés. Et en fait, ces personnes clés, chacun avait son rôle. Donc, c'était ma famille, mes amis, et parfois même des inconnus, mais c'était juste de me donner des mots rassurants, de prendre des nouvelles, de me faire rire, de me distraire, de me donner des conseils santé ou conseils de vie. Bon, ça, c'est un peu plus les anciens. Donc, mes tontons et maman Peul, là, qui m'ont grave aidé. Tu sais, ils ont une philosophie de sage. C'était hyper pertinent. Et il y en a, je les ai zappés, définitivement. Et d'autres, c'était juste temporaire. Et tu sais, je te dis toujours, il y a des gens qui servent à quelque chose dans ta vie pour un but précis. Et il y a des matins où moi, j'avais pas du tout la force de sortir du lit. Je savais pas comment j'allais gérer ma journée. Et là, tac, je recevais un petit cœur ou un mème ou un truc débile d'un ami. Et c'était merci, c'est ça. Je suis pas seule. Et le dernier truc que j'ai fait et qui m'aide beaucoup, c'est j'ai rejoint un groupe d'entraide de personnes qui ont fait des burn-out. Et à partir de là, je me suis sentie moins seule parce que, en fait, quand tu as tout cette aide des professionnels, dans le milieu professionnel, tu te dis, vas-y, c'est bien, mon médecin me dit que c'est normal ce que je vis, etc. Mais dès que tu es livré au monde extérieur, tu te rends compte que tu es une anomalie, en fait. Non, t'es pas... C'est parce que les gens parlent pas. Ouais, mais tu sais, les gens comprennent pas ou parfois ils veulent être bienveillants, mais ils ont des paroles maladroites qui, toi, t'affectent. Et le plus dur, c'est que certains médecins ne savaient pas expliquer mes douleurs. J'avais des voiles dans les yeux, en fait, je voyais rien parfois. Des acouphènes, personne ne savait à quoi c'était dû. Je saignais souvent de la bouche. En fait, tout le corps, de la tête aux pieds, rien n'allait, en fait. Et rien, personne ne savait expliquer. Et en fait, parler avec des gens qui vivent la même chose que toi, qui t'expliquent que ça c'est normal, essaye ça, qui te rassure et qui t'explique aussi comment naviguer avec ton entourage, parce qu'il y a des moments, je sentais que j'étais un poids pour mon entourage. Ils savaient plus où se mettre, comment parler, même toi j'ai senti que tu prenais des pincettes, tu savais pas comment te positionner. Et je voulais faire des efforts, mais je savais pas et je savais pas quoi faire. Et parler avec ces gens-là, ça m'a ouvert les yeux, ça a débloqué pas mal de choses. Et ça, le soutien, en fait, on en a besoin, même si c'est un passage à vide, on est seul, quoi. Bon, les gars, si vous palpez l'émotion, la nausée, là, c'est plein de... Ah là là. Mais après, c'est important de revenir sur certaines choses, parce que moi, j'avais beaucoup lu sur le burn-out avant. Et tous les témoignages que j'avais vus, c'était... voilà, il se passait ça dans mon taf et tout. Après, j'ai pris du recul, je suis partie, et tac, tout va bien dans ma vie. Et donc, moi, pendant les 2 premiers mois, je me disais, mais je comprends pas. J'écoute des podcasts, je lis des trucs, tout le monde parle de ça. Et moi, en fait, non, ça va pas dans ma vie, je comprends pas. Et ce qu'ils oublient de mentionner, c'est la dimension temps, en fait. Bah ouais, et de revenir aussi sur certaines causes. Parce que au-delà de la charge de travail, moi j'avais beaucoup de pression à travailler plus, à délivrer. J'avais aucune reconnaissance ni récompense. Et je n'ai pas honte de l'affirmer, moi je fonctionne à la carotte.
Ah, bien sûr, ouais. J'avais des demandes contradictoires. L'ambiance était tellement toxique, les gens se gueulaient dessus. Et en fait, il y avait aussi un conflit de valeurs avec l'entreprise, et donc ça allait pas. Et en plus, avec le temps, les rapports conflictuels avec la hiérarchie, tes collègues, ça t'aide pas. Et donc je me disais, les principales... En fait, si j'ai fait un burn-out, c'est que je suis faible, tu vois. Ouais, je vois. Et on va revenir là-dessus, je vais te reposer la question là-dessus, vas-y. Ouais, et donc je suis tombée de, mais je comprends pas, tu sais, je suis quand même quelqu'un d'hyper engagée et consciencieuse. Et là, c'était mon entourage qui me disait, non, mais toi, Bi, tu travailles beaucoup, on sait que tu délivres et tout. Et donc ça, c'était en me disant, ok, je suis un peu normale, c'est pas que ma faute. Ouais. Mais dans mon analyse, je me rends compte qu'en fait, j'avais aussi des traits de personnalité que l'entreprise pouvait exploiter. Parce que je suis perfectionniste, persévérante, je peux... je suis Wonder Woman, donc je peux supporter une charge de travail, mais importante, des responsabilités. Et en plus de ça, ça c'est un défaut, mais en fait je suis très autonome et je sollicite pas d'aide en fait. Donc c'est la nana, tu la mets dans son coin, tu lui donnes du travail, t'inquiète, elle va te faire des miracles, elle va te gérer ton truc. Et ça, quand t'es en face des gens malhonnêtes ou qui se rendent même pas compte de ce qui se passe, tac, ils t'exploitent. Et en fait j'avais un autre souci, c'est que j'ai 2 peurs majeures dans la vie. La peur de l'échec et la peur de la pauvreté. Ce qui fait que quand t'as des peurs comme ça, tu t'accroches, tu dis je peux pas partir, j'ai pas démontré ce que je voulais. Et la pauvreté, je suis désolée, je peux pas rester sans sous, quoi. C'est ça. Et ce qui fait que j'ai tardé à partir. Et si non, je pense, j'allais dire si ma rhumatologue m'avait pas choquée à ce point, je serais restée. Mais en fait, mes parents... T'aurais pas pu rester, meuf. Non, mais mes parents, ils m'auraient pas laissé rester là-dedans. T'aurais pas pu rester. Non. T'aurais pas pu. Et justement, pour revenir sur ce syndrome de Superwoman, pourquoi tu penses que dans notre... Enfin, c'est la culture actuelle, hein, la culture hustle, no sleep, on peut tout faire, on n'a pas besoin de ci, on n'a pas besoin de ça. Enfin, pourquoi en fait? C'est que la société, en fait, a tellement de failles et que les entreprises, on va absolument les dédouaner de tout, qu'on a créé cette configuration depuis le bas âge. Hein. C'est même pas dès que t'as une entreprise, hein. C'est même à l'école. Pleure pas. Et déjà, les parents. Malheureusement, c'est pas que je veux taper sur les parents, mais on se rend pas compte, nous, en tant qu'adultes, des mots qu'on donne aux enfants, disant tu es fort, tu peux tout faire, tu es capable de tout. C'est qu'en fait, derrière, tu dis à ton enfant, ne viens pas m'embêter, en fait. Et moi-même, je l'ai fait avec mes petites sœurs et mon petit frère. Mais c'est que derrière, t'emmagasines cette information de « je n'ai besoin de personne ». C'est ça. Et donc, t'avances avec le temps, tes professeurs qui te disent tu peux faire 10 trucs en même temps, hein, c'est normal. Et qu'en fait, si tu n'arrives pas à être à cette image de la personne qui arrive à tout faire en même temps, c'est que c'est toi l'échec, c'est toi qui as un problème. Parce que la société, là, arrive, alors que ce n'est pas vrai. Hein. Et les rares personnes qui osent parler se font souvent démonter. Et ou traité d'hypersensible. C'est ça, hypersensible, faible, pas à la hauteur, qui lâchent leur linchade en public. Et ce qui fait que tout le monde prend sur soi dans son coin. Et on sait pas, on connaît pas les souffrances des autres. C'est vrai. Parce que moi, quand j'ai parlé en fait à la fin, déjà ça n'a pas totalement été compris, mais c'est là que certains ont commencé à dire oui, j'ai eu un passage à vide aussi. En fait, j'avais moi une plus 2 qui s'était fait opérer d'un ulcère à 2 reprises. Donc l'ulcère, je suis désolée, mais c'est du stress et c'est de l'entreprise. Et donc il y a plein de choses qui ont commencé à sortir. Mais jusque-là, moi, on me faisait comprendre que c'était moi la faible si j'arrivais pas à travailler du lundi au dimanche. Et cette culture, elle est pas bonne. La santé mentale, moi, j'étais pas consciente de la souffrance psychique, à quel point, en fait, le fait de pas sortir du lit, c'est mon exemple type, hein, mais ça m'a marqué. Je pouvais pas sortir du lit. Me laver, c'était une tâche... j'avais pris ma douche, c'est un truc de ouf, hein. Manger aussi, parce que du coup je mangeais pas. Si j'ai beaucoup insisté dans le témoignage sur le poids, c'était que c'était la partie visible. Et en fait, j'avais pas faim. Il y avait des journées où je prenais juste un repas. Tu te forçais à manger pour ne pas... Sinon, l'envie n'y était pas, quoi. Non. Et du coup, il y a pas mal de mythes autour, parce qu'en fait, les personnes qui sont victimes du burn-out, bien souvent, en fait, c'est les personnes les plus engagées dans une entreprise. C'est pas... celui qui fait acte de présence comme certains le pensent. Derrière,
L'arrêt maladie aussi, c'est pas juste pour des problèmes physiques, c'est aussi pour la santé mentale. Quand on est sous l'eau, en fait, l'arrêt maladie est justifié. Il faut faire un break, sortir de là, se reposer pour revenir. Et en fait, il y a plein de choses qu'il faut démystifier et ne pas avoir honte. C'est ça. Même avant de ne pas avoir honte, c'est aussi d'être conscient de ce qui se passe dans son corps. Mais surtout l'accepter, en fait. Toi, par exemple, ça t'a pris combien de... Quand tu as su que tu avais un burn-out, ça t'a pris combien de temps d'accepter? Parce qu'entre ça, t'as une vraie bataille, en fait. Ouais. Et les gens croient qu'on se lève juste un bon matin. Parce que j'ai entendu des récits de burn-out. Je me souviens, c'était dans des... Je sais plus, c'était en France, je sais plus quel taf je faisais là-bas. Et les commentaires, oh, elle a fait un burn-out et tout, machin. Elle s'est levée un matin, elle a pété un câble. Non. Tu vois, on a encore ça dans la tête. On croit que c'est comme ça. La personne se lève et tac, elle pète un câble. Bah non, c'est un processus. Ouais, c'est vraiment le mot, c'est le processus. C'est un processus en fait. Et pareil, et en fait, le burn-out, c'est la dernière phase de ce processus. Et en fait, avant, on appelle ça le burn-in, donc t'es en surchauffe. Ouais. Et quand t'es en phase de burn-in, tout est rectifiable. Alors que le burn-out, malheureusement, il y a des risques de séquelles. C'est ça, t'es déjà à terre. Donc voilà. Et donc la guérison, elle est très longue. Ouais. Là, je suis en train de parler, je ne suis pas guérie. C'est juste que je suis sortie un peu de l'eau et donc je peux en parler. Mais processus de guérison, moi, je suis passée par tellement de phases. D'abord, il y a eu le choc. Donc, je suis effondrée, je ne sais plus ce qui se passe, je ne comprends pas, je suis surprise. Ensuite, le déni. Ouais. Donc ça, j'ai dû être giflée par ma rhumatologue et ma famille. Parce que pour moi, j'étais dans cette négociation de allez, 1 mois de repos, c'est et bon, après, tac, je reviens. On revient. Tout va bien. Oh, mais c'est du n'importe quoi. Moi, je me connais, je peux revenir. Et pas du tout. Et la 3e phase, c'était... il y en a qui appellent ça la décompression, mais en fait, c'était du repos, de la tristesse. Tu dormais 12-14 heures par jour. Et donc, c'est là, cette phase en décalé, en plus. Ouais, mais en fait... Je dormais, je me levais, je prenais ma douche, j'avais besoin de dormir parce que j'avais déjà fait un effort suffisant. Je me traînais, j'étais hyper triste et je pouvais pas faire de tâches simples. Et même communiquer avec l'extérieur, c'était beaucoup. Donc à ce moment-là, je parlais vraiment qu'à mon cercle très 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 restreint. Ouais. Et ça, cette phase, elle était très très longue. Et je faisais des insomnies tout le temps. Et après, c'est la récupération. Donc la récupération, c'était physiquement, j'avais un peu plus d'énergie. Donc c'est à partir de là, en fait, j'étais à la fois entre la phase de décompression et de récupération quand on a lancé le podcast. Sérieux ? Ouais. Et Ah putain. Ouais. T'es sûre ? Ouais. Donc il y a eu des... En fait, ah ok, je comprends mieux. Ça veut dire qu'il y a eu des phases de rechute pendant le podcast, en fait. D'accord. J'avais des cycles, en fait. Ouais. Et on me disait, en fait, c'est que t'as pas résolu tes problèmes, donc tu reviens en arrière. Ouais. Et cette phase de récupération, le plus gros problème pour moi, c'était ma colère. En fait, j'avais la haine contre la planète entière. Et ça sentait. Ouais, j'avais la haine. Genre, si je pouvais brûler la planète, je l'aurais brûlée. Ouais. C'était... En fait, j'étais et je suis victime d'une injustice. Personne ne va me réparer cette injustice. Et maintenant, je le dis moins, mais avant, je me disais, j'ai tout perdu. J'ai perdu de l'argent, ma santé... ma personnalité, je ne sais plus qui je suis, j'ai rien. Ouais. Et ceux qui m'ont fait ça, eux, ils se font encore de l'argent, ils sont bien, et leur vie pépère. Bon, je suis pas dans leur vie, mais dans mon entendement, c'était ça. Et donc, c'était « je veux réparation ». Et je faisais même des rêves où je me battais, genre j'étais un super-héros, une super-héroïne ici. C'était des trucs de ouf. Mais, et là, en fait, c'est à ce moment-là, je suis allée voir Marie. Ouais. Parce que ça devenait très... ça me consumait parce que même sur le plan social, j'adorais passer du temps avec vous. Mais moi, ça me bouffait, en fait. Ouais. Ça... Moindre parole, en fait, ce qui était anodin, c'était normal ce que vous disiez. Moi, ça me faisait vivre ce que j'avais déjà vécu ou un truc comme ça. Et tac, je pétais des plombs, tu vois. Et genre, je m'en voulais parce que parfois, je sais que j'avais des remarques parfois un peu sèches. Et mais ça allait pas. Et en fait, comme ça me bouffait, parce que du coup, ça me... Parce que la colère, tu le sens physiquement. Ah oui, ça chauffe. Ça chauffe. Et j'avais une boule de nerfs, j'avais mal au ventre. Et ça a accentué mes douleurs au cervical. Ouais. Et à ce moment-là, en juin, en fait, ce qui se passe, c'est que je fais une grosse rechute. Je suis alitée plusieurs jours. Et ça, en fait, c'était lié... pour ça, je parle de traumatisme.
parce que je revivais mon début de contrat. Ouais, on en avait parlé. Et même si consciemment, moi j'étais là, mais je comprends pas ce qui se passe, etc. En fait, c'était mon inconscient qui me parlait. Et donc je suis allée voir Marie pour résoudre tous ces conflits. C'était vraiment pour la colère avec elle. Et après ça, après elle, j'ai commencé à davantage travailler l'acceptation. C'est dur, hein. À chaque fois, on le dit, mais c'est dur. C'est très, très dur. Et l'acceptation, en fait, c'est pas de dire... Parce que moi, en fait, ma notion de l'acceptation, au début, je ne voulais pas parce que je me disais ça voulait dire que j'oublie ce qui s'est passé. Ah, d'accord. Et je ne veux pas oublier. Et je me souviens, donc ma psy, qui me disait mais ça va te faire quoi, en fait? Ouais, me rentre dedans. Mais c'était... En fait, l'acceptation, c'est d'accepter ta situation, que tu as mal, que tu ne seras plus jamais la même, que tu as des douleurs, mais aussi que tu retrouves confiance en toi. Et c'est là où le podcast m'a aidée, parce que j'avais quand même une activité à côté. Ouais. Parce que oui, je parle de ça, j'ai démissionné, après j'étais au chômage, j'avais pas d'argent. Et donc c'était aussi une manière de me dire... J'ai retrouvé mes facultés intellectuelles parce que j'avais des graves problèmes. Je pouvais même pas lire au bout d'un moment. Et là, j'ai avancé petit à petit. Et donc, c'est à partir de là, j'étais aussi à ce moment dans mes processus d'entretien et tout. Donc, faire des entretiens en étant shooté en médicaments, c'est dur. Surtout quand tu dois parler anglais. Mais voilà, donc du coup, l'univers fait bien les choses parce que j'étais sur cette voie-là et après, j'ai eu mon taf. Ouais. Et donc, du coup, j'ai quitté le secteur privé. Je me tente dans l'aventure de ce que j'ai critiqué dans l'épisode du White Savior. Institutionnel. Mais pour le moment, c'est ça dont j'ai besoin. Et donc là, je suis sur cette phase, ce qu'on appelle la dernière, de démarrer ma nouvelle vie, où je continue quand même ce process de guérison qui est très long. Et j'apprends à mieux me connaître, à connaître mes limites. Donc du coup, toutes les fiestas, là, comme avant, c'est fini. Bon, en même temps, on n'a plus trop l'énergie pour, j'ai envie de dire. Ouais, mais encore moins, là. Ouais. Moi, si j'ai pas mes 10 heures de sommeil, je suis pas fonctionnelle. Ouais. Et t'as choisi le bon filon pour ça. Ouais, clairement. Et aussi, il y a un truc qui est assez délicat, c'est que du coup, au travail, je passe pour la meuf feignante, parce que je pars à l'heure. Ouais. Non, par contre, là... non, excuse-moi. Par contre, là, tu me connais... Je ne supporte pas le présentéisme. Ça, vraiment, je ne supporte pas. J'en suis à chasser mes collègues au travail. Et il y en a un, hier, la semaine dernière, il me dit, oui, tu sais, quand on est chef, on parle les derniers. Je dis, toi, t'as rien compris, en fait. Je vais vous laisser ici, je vais partir. Ah non, moi j'ai dit, j'ai pas beaucoup de travail, c'est les horaires, j'ai fini. Il y en a un qui m'a écrit un soir, j'ai dit, je ne réponds pas le soir, ce ne sont pas mes heures de travail. Et pourquoi t'as répondu, même tu reprends le lendemain? Non, je lui ai dit le lendemain, en fait. Ok, non, c'est bon. Ce ne sont pas mes heures de travail. Oui, mais... non. Faut poser des limites, sinon... Ouais. Non. Et c'est ça, en fait, la dernière phase du burn-out, je dirais, de la guérison, c'est d'apprendre à poser des limites. C'est ça. Avec soi, mais aussi avec les autres. Et donc de tout redéfinir. Parce que je veux éviter de refaire un burn-out plus tard, parce que tu as un risque. Il y en a qui disent que parmi ceux qui ont fait un premier burn-out, ils ont un risque d'en refaire un deuxième. Ça arrive dans 30% des cas. Ouais. Et le deuxième est plus violent que le premier. Tu m'étonnes. Donc je sais pas comment tu peux faire plus violent que ce que j'ai vécu là. Mais voilà. Mais le burn-out, il y a des conséquences, parce que au-delà des douleurs physiques, moi je peux vous faire la liste des douleurs physiques, comme ça vous savez ce que c'est. Mais c'est pas drôle, parce que tu as quand même des troubles digestifs, troubles musculaires, perte de poids, etc. Au réel, insomnie. Mais émotionnellement, ça c'était le montagne russe. Ouais. Entre la tristesse, les pleurs, l'anxiété, sentiment de culpabilité, la honte, l'estime de soi qui a diminué, et le négativisme, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Et moi, celui que j'ai vraiment eu du mal à gérer, c'était sur le plan intellectuel. Ouais, parce que tu te sens diminuée. Tu te reconnais même plus, en fait. Non, j'avais des troubles de mémoire, alors que j'estime quand même que ma force, c'est ma mémoire. Ouais. Des trucs simples, je m'en souvenais pas. Et jusqu'à maintenant, j'ai des périodes où je me souviens pas de ce qui s'est passé. J'ai des problèmes de concentration. Évidemment, je faisais beaucoup d'erreurs. Ouais. Et je comprenais pas ce qui se passait.
C'est ouf parce qu'en fait, tu es en train de cocher toute la liste en fait. Ah non. Tu vois, c'est incroyable. T'es perfectionniste et tu fais des erreurs, il y a un truc ouais. qui va pas. Et en fait, j'avais du mal à prendre des décisions. Ouais. Mais c'était genre des décisions simples. Hein. Je me souviens, c'était juste de choisir entre A et B. Je suis en mode, je peux avoir du temps pour réfléchir. Alors d'habitude, je tranche très très vite. Et j'étais devenue lente, en fait, j'étais confuse. En fait, c'est comme si mon cerveau est surchauffé. Ouais. Et là, je me suis dit, mais est-ce que je vais récupérer? Et ça a duré très longtemps, parce que même quand j'ai démarré mon nouveau boulot... T'as eu peur? Ouais, en fait, parce que j'avais du mal à me concentrer. Ouais. Je mettais du temps à capter certaines choses. Ouais. Et je me suis dit, là, je deviens bête. C'est triste à dire, hein, mais je deviens bête. Ouais, je vois. Et tu sais, t'as fait des études, ta seule force, on dit, c'est ton cerveau. Et donc, si ton cerveau marche pas, tu sers à quoi? Bon, heureusement, c'était temporaire. Ça va mieux. Je peux rassurer les gens. Même, j'avais commencé à me rendre compte avec le podcast que ça va, je suivais. Ouais. Mais bon, c'était quand même complexe. Après, t'as des changements de comportement. Mais problème de communication, je sais que j'étais susceptible. Alors, je suis pas vraiment quelqu'un de susceptible de base. Mais j'étais agressive. Et donc, c'est pour ça qu'il faut agir très vite. Hein, parce que même si on dit que ça a un impact sur ta vie professionnelle, en fait, ça a un impact sur ta vie personnelle. Ouais, sur tout, quoi. Sur toi, c'est sur tout ce qui t'entoure. Ouais. Et moi, pendant plusieurs mois, je ne savais pas si je restais ou si je quittais la Côte d'Ivoire. Ouais. Alors que, comme on a dit au début, c'était un vrai projet, je suis venue m'installer. C'est ça. Et c'était comme si je disais non à mon projet, à mon rêve. Ouais. Et je vais rentrer chez mes parents. Je vais faire quoi? La France. J'ai quitté depuis. Non. En plus, c'était à ce moment avec tous les problèmes de société, comme d'habitude. Non. Ouais, c'est vrai que c'était une réelle question parce que si tu rentrais, on savait pas si on continuait le podcast. Non. Parce que ouais, c'était une vraie question. C'est vrai que plusieurs fois j'ai voulu poser, mais à chaque fois je me suis dit c'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Mais c'est vrai que c'était une longue période de doute. Bah ouais, et moi-même je savais pas. J'étais qu'est-ce que je fais? Après moi je comprenais. Hein. Enfin c'est ta santé, c'est normal. Donc si demain c'est ça la priorité, allez. Sans regarder derrière quoi. Ouais. Pourquoi est-ce que toujours dans cette même lignée de doute, cet épisode en particulier, on l'a repensé je sais pas combien de fois. On a plusieurs fois hésité à le sortir. Ouais. On savait pas s'il fallait le sortir maintenant, plus tard, avant. Donc pourquoi aujourd'hui? Déjà dès le départ, quand on a fait l'épisode sur le bilan, je me suis dit, je dois absolument parler. Ouais. Mais c'était pas aussitôt en fait, à la base. Ouais. Je savais pas quand on allait le faire. Hein. Ouais. Mais il fallait absolument que je parle parce que, en fait, de là, de juste, je raconte ma vie, hein, c'est, je veux sensibiliser les gens en fait au burn-out et comprendre ce que c'est. Et en fait, je voulais absolument pouvoir parler quand j'aurais passé le cycle de la colère. D'accord. Et c'était ça. Et je sais pas, j'avais une voix dans ma tête qui me disait, t'inquiète, bientôt la colère sera partie. Je pourrais pas t'expliquer comment, mais c'était, tu vas voir. Dès que la colère passe, c'est bon. J'étais bon, bah on verra. Et donc tu sais, à plusieurs reprises, je te dis t'inquiète, attends. Et là, vu que c'est pas que je suis plus du tout en colère, hein, je suis en colère, mais c'est pas au point où genre. T'as envie de brûler la planète, quoi. Voilà, je ne vais plus brûler la planète. Je vous rassure, je vous laisse votre planète. De toute façon, elle va brûler d'elle-même. Oh bâtard. Mais voilà. Et le fait aussi, c'est l'entourage aussi qui m'a poussée à parler. Parce que j'ai pas mal d'amis. Parce que je pense que tout le monde me connaît bien, même toi, vous prenez des pincettes. Ouais. Donc ils ont attendu de sentir que je commençais à m'ouvrir un peu plus, qu'ils ont commencé à me poser des questions. Donc qu'est-ce que c'est le burn-out, comment je l'ai vécu, comment ça se passe. Et il y en a plein qui me disaient j'espère que tu vas en parler dans le podcast. Ah. Et genre, tu sais, quand même, merci à ces personnes. On verra. Et, merci à ces personnes. C'était le moment. Hein. Là, je vous parle comme si genre j'ai géré le truc. Jusqu'à même ce matin, je te demande, qu'est-ce que tu vas les raconter? Attends, mais tu sais que j'ai flippé hier, parce qu'elle m'a envoyé le témoignage hier. J'ai dit, je vais pas l'écouter, je peux pas. Je me suis dit, parce que
En fait, à la base, même, on réfléchissait à la structure de l'épisode. On s'est dit, mais comment on le fait? Est-ce que je te pose des questions comme ça? Après, je me suis dit, tu sais quoi, témoignage, c'est bien. On enregistre en séparé. Comme ça, t'as un lot d'émotions le jour de l'enregistrement, t'as un autre lot, on peut mieux gérer, tu vois. Parce que les gens ne savent pas, c'est que, en fait, ces épisodes sont très durs à enregistrer. On tape dans des souvenirs qu'on veut pas forcément remettre à la surface. C'est lourd, c'est épuisant. Bref. En plus, ça demande une analyse et une... Ah mais oui, ça demande en fait des limites de sortir de son corps et s'observer, tu vois. Il y a des choses qui remontent quand on prépare aussi l'épisode. Tu te dis, tu fais le lien, tu te dis, ah en fait, c'est pour ça que j'ai réfléchi comme ça, c'est pour ça, attends. Et c'est vrai que jusqu'à ce matin, c'est pour ça que j'ai pas envoyé de message. Hein. Ouais. J'ai dit, bon, si elle veut annuler, c'est pas grave, je comprendrai, tu vois. Moi, j'ai pas écouté l'épisode, donc je serais pas dans un état bizarre. Et j'ai vu que tu as continué. T'es venue, c'est toi qui as géré. Je suis bon, bah ok, elle est prête, c'est bon. Ouais, non, mais moi je sais pas, ma mère m'a appelé hier soir. Ouais. On a discuté. Je me suis fait masser hier soir aussi, hier après-midi, tu vois. Tu sais, j'ai préparé mon mood, j'ai bien dormi, j'ai eu des conversations très sympas ce matin. En fait, tout C'était était le là. moment en fait, ouais. Ouais, Tout donc, était aligné, c'était le moment. C'est ça. Après, ouais, bah je parle. C'est ma thérapie, on va dire. Et c'est mon moyen d'obtenir justice parce que la loi en Côte d'Ivoire, même en France, ne reconnaît pas le burn-out parce que c'est un syndrome. Et donc, il y a des petits recours sur lesquels on peut opter. Moi, je ne l'ai pas fait. Mais ça demande on en parlait dans le harcèlement, ça demande une énergie, mais... C'est ça. En fait, il faut que tu peux faire reconnaître t'as deux options. Tu peux faire reconnaître le burn-out en tant qu'incapacité de travail. Ouais. Donc moi, j'avais eu une incapacité de travail temporaire, mais bon, ça servait pas grand-chose ici. Mais en France, ça peut être utile. Sinon, le faire reconnaître comme maladie professionnelle, en fait, pour faire ça, c'est de reconnaître certaines douleurs. D'accord. Donc, vu que moi, j'ai des problèmes au cervical, avec insistance, tu peux réussir à obtenir une maladie professionnelle, mais c'est la loterie. Mais sinon aussi par rapport aux troubles psychologiques, donc souvent en fait le burn-out c'est accompagné. Moi j'ai eu des troubles d'anxiété, mais il y a aussi certains qui ont des dépressions. Ouais. Et donc quand dans les cas c'est assez sévère, donc du coup on peut faire passer ça pour une maladie professionnelle. Ou sinon opter sur harcèlement moral, harcèlement sexuel, mais bon ça... Mais en fait c'est tout un micmac que tu dois faire pour faire reconnaître ça quoi. Ouais c'est un micmac. Tu peux aussi prendre un avocat, mais bon... c'est une bataille, hein. C'est ça. Et justement, je vais te poser la question, vu que tu as évoqué la loi en Côte d'Ivoire, est-ce que tu sais, moi je sais pas du tout, hein, je pose la question comme ça, est-ce que dans le contexte actuel, parce que chez nous, le stress c'est pour les blancs, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on pourrait caractériser le burn-out dans notre contexte actuel en fait? Comment est-ce que quelqu'un qui nous écoute comme ça, je pense qu'avec toute la liste que tu as donnée, il pourra se dire il pourra mettre un mot sur ça. Ouais, avec la description des symptômes. Ouais. C'est là où dès que tu commences à cocher, tu peux trouver. Après, je crois qu'il y a un site qui s'appelle, mes 15 minutes coaching ou je sais plus quoi, qui, eux, avec quelques questions, ils arrivent à dire à quel niveau de burn-out tu es. D'accord. Il y a ça. Mais après, pour être honnête, vos collègues, ils vont pas comprendre. Non, ils vont pas comprendre. Moi, j'ai parlé de surmenage. On m'a regardé, on m'a dit... Okay. Ouais, ils vont pas comprendre. Après, certains de mes collègues ont parlé de dépression et j'étais non, j'ai pas une dépression. Et ça, mais si, quand même, t'as un passage à vide. Et j'ai dit non, les gars, la dépression, c'est vraiment il faut arrêter d'utiliser ce mot à la légère parce que c'est vraiment une vraie maladie, une vraie souffrance. Et c'est une tristesse profonde qui est positionnée sur plusieurs semaines, voire des mois, des années. Ouais. Donc, c'est pas parce que t'as un moment de tristesse que direct tu dois dire que je fais une dépression. Parfois, c'est une déprime. Ou c'est juste un épisode dépressif en fait. Et ça peut durer quelques semaines. Mais tu sais que justement, moi j'avais écouté un podcast sur deux psychologues qui parlaient de burn-out. Ça s'appelle Shrinking Burnout. Et l'épisode c'est The Future of Burnout Research. Ouais, c'est ça. Et il disait justement qu'il y a une confusion entre la dépression et le burn-out. Ouais. Il disait que selon l'OMS, ce n'est pas une maladie mentale et que vu que c'est toujours associé au travail,
En fait, c'est pas... Comme tu as dit, c'est juste un symptôme ou un syndrome. Un syndrome. C'est juste un syndrome, en fait. Et on associe souvent ça à une dépression, alors que ça n'a rien à voir, quoi. Non. Ça n'a absolument rien à voir. Parce que moi, dans mon groupe d'entraide, je sais que certains ont eu des dépressions sévères liées au burn-out, ou d'autres qui en avaient déjà une avant, donc il y a une corrélation. Mais en soi, il faut distinguer les deux, parce que ça pose problème. Après, je pense que aussi, ce qui joue là-dedans, c'est que parfois, comme tu essaies de trouver des petites astuces pour que tu sois reconnu comme malade, parce que le burn-out n'existe pas, tu t'appuies sur la dépression. D'accord. Ok. Je pense qu'on a fait le tour pour le burn-out. Yes. À contrario, on a sa sœur jumelle qui s'appelle le bore-out. Qui est moins connue, hein. Qui est moins connue, c'est que maintenant qu'il y a des recherches là-dessus. C'est l'ennui au travail. C'est ça. Et en fait, d'être épuisé par l'ennui. Par l'ennui au travail. Je lisais ça, mais... Et en fait, c'est tellement surprenant. Enfin, je sais même pas si le mot surprenant, c'est... Ouais, c'est surprenant, en fait. Ouais, surprenant. Après, moi, je me dis, bravo à ceux qui en ont parlé. Parce que... j'avoue qu'il y a... Genre, quand je l'ai entendu la première fois, je me suis dit, mais tu te sentirais mal à l'aise d'en parler. De dire que... j'ai pas assez de travail, je m'ennuie au travail. Ouais. Et donc, de se plaindre de ça, alors qu'en fait, les gens te diront, mais t'as de la chance parce que t'as un travail, t'as un salaire. Et en fait, t'es un peu payé à rien faire. Tu devrais être content. Là, je me suis dit, mais c'est bizarre de penser comme ça. Mais c'est vrai que c'est le réflexe que t'as. Donc les gens qui osent dire qu'ils souffrent de ça, franchement, bravo, parce que c'est un courage énorme. Hein. Ouais, surtout qu'en fait, tu t'ennuies au travail, tu te sens pas valorisé. Donc t'as encore cette espèce de sentiment où tu es bête. Ouais. Tu fais des erreurs pareilles. Tu fais des erreurs, tu perds en capacité intellectuelle. T'as des trous de mémoire. Enfin, vraiment, t'es dans un état, mais lamentable, en fait. Et surtout, tu te questionnes, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là ? Bah ouais, c'est ça, en fait. Tu dis que t'as pas de valeur, en fait. C'est ça, en fait. Et tu culpabilises parce que t'es payé à ne rien foutre, à rester dans ton bureau pendant 8 heures, à ne rien faire. Et tu culpabilises aussi, je pense, quand tu te plains auprès des gens. C'est ça. De ça. Non, c'est... En plus, derrière, il y a des troubles psychologiques aussi, anxiété, dépression... Et j'avais lu quelque part qui disait qu'aussi il y en a qui déclenchaient des troubles de personnalité. Je peux comprendre. Parce qu'en fait, t'es obligé d'être une autre personne pendant ces périodes-là, tu vois. C'est comme si pendant 8 heures, ta vie s'arrêtait. Tu t'éteins ton cerveau, tu mets sur off, tu laisses la journée passer, et à 17 heures, tu reprends. Ouais, je trouve ça... Ces mots du siècle, là, c'est du n'importe quoi. Moi, je comprends pas. Hein. Ouais. Vraiment, si travailler, c'est ça, vraiment, faut qu'on revoie tout ça, quoi. Parce qu'en fait, je me disais, tu sais, j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'on dit à des gens qui vivent ça, en fait ? Parce que l'autre, tu vas lui dire, arrête de travailler, fais une pause et tout. Mais en fait, celui qui va un peu droite, qu'est-ce que tu lui dis ? T'as renté des missions ? Moi, j'avais lu que la seule solution, c'était d'en parler à sa hiérarchie. Mais comment tu vas te placer dans ta hiérarchie pour dire que tu fous rien, en fait ? Bon, bref, ça c'est une parenthèse. Ou de changer de travail. C'est la seule solution, changer de travail. Mais parce que j'ai l'impression que dès que tu subis que ce soit le burn-out ou le burn-out, on te dit change de travail. Comme si c'était une solution, c'était la seule solution. Alors que en fait, si t'es dans cette situation, c'est la personne qui t'emploie qui est fautif. Mais comme tu as dit, la société est organisée pour ne pas blâmer les entreprises, donc ça retombe sur l'échelle de l'individu. Ouais, tu vois, parce que comme, je sais plus, on m'a demandé comment tu fais pour éviter un burn-out, j'étais en mode, tu fais attention à toi. Ouais, et surtout, tu évites des offres d'emploi. Attends, j'ai noté. Ah ouais. Non, ça y est. Travailler sous pression avec des deadlines justes. Moi, je dis fuyez quand vous lisez ça. C'est quoi ? Qualité du personnel, quelqu'un d'altruiste. L'argent est important, mais aider les autres vous donne plus de satisfaction. What the fuck, ça veut dire quoi ? Tu vas me payer tu vas me payer peanuts, quoi. En gros, c'est ça. Et parfois, c'est attention, les horaires sont susceptibles de changer. Faut pas. Doit être mobile, doit donner de sa personne. Non, enfin, c'est stop. En fait, ça part de là, en fait. Faut se mettre des limites. Stop. C'est vrai que c'est compliqué. Le marché de l'emploi est compliqué, c'est dur.
Mais j'avais cette conversation avec mon beau-père, il dit qu'en fait, notre génération, nous, enfin, le travail, ça veut dire souffrance, en fait. Oui, c'est ça. Il dit, je sais pas pourquoi vous attendez à être heureux au travail. Lui, c'est son discours. Il dit, votre problème aujourd'hui, c'est que le travail a une valeur morale, alors que ça devrait avoir une valeur marchande. Tu rends un service, tu es payé, point barre. Ouais. Bah, mon père m'a dit ça parce que du coup, en janvier, j'y étais pour ses 60 ans, toute malade. Et dans son discours, c'était j'ai travaillé, je travaille pour amener de l'argent pour vous. Ouais. Je fais mes horaires, quand c'est fini, c'est fini. Je ne me tue pas au travail. C'est ça en fait. Et il avait l'air heureux, tu vois. Et je me suis dit, là, tous les millions de francs CFA que j'ai accumulés, j'ai plus rien. Donc, est-ce que je me sens plus heureuse? Non. Donc, en fait, c'est juste le travail, c'est là où tu vas chercher ton argent. C'est ça. Il faut trouver l'équilibre. Bah, c'est triste à dire ça pour... Non. C'est triste pour les chefs d'entreprise qui entendent ça, mais c'est que désolé, vous allez embaucher des salariés qui ont eu des traumas, qui viennent avec leur bagage, comme dans des relations de couple. Hein. Exactement. Et donc, c'est à vous de montrer patte blanche pour que la personne se dise, bon, ok, je vais peut-être faire un peu d'effort pour lui, sinon je fais le strict minimum. Hein. Allez, vas-y, au lieu de 17h30, je reste jusqu'à 18h. Voilà. Mais tu me payes le déjeuner. Voilà, c'est ça. Donc voilà les mots qui minent notre société actuelle. Mais c'était important d'en parler. Ouais, et faites attention à vous, vraiment. Mais une dernière chose avant de clôturer, je sais pas si tu as autre chose à rajouter sur le sujet. Non, après c'est vrai que je me suis pas attardée sur la recherche de travail. Ouais. Mais dans ces cas-là, ce que je recommande, c'est de soit vous voyez un coach, parce que du coup, moi, c'est poser beaucoup de questions de est-ce que je reste dans mon domaine d'activité, est-ce que j'en pars, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je deviens. Et donc, bon, moi, j'avais plus d'argent, j'avais trop dépensé. Donc, du coup, genre, j'ai plus suivi pas mal de formations en ligne. Ouais. J'ai échangé avec pas mal de gens, et notamment des RH, parce que, bizarrement, j'avais pas mal de RH dans mon entourage qui m'ont vachement conseillé. Ouais. Et c'est là où moi j'ai retrouvé confiance aussi avec l'aide de ma psy de postuler, de continuer à chercher du travail et aussi à trouver comment justifier la fin de mon contrat. Parce que c'est hyper délicat, vous êtes en entretien, on te dit bah alors pourquoi cette partie de votre ancienne expérience, notre ancienne entreprise? Ouais, tu peux pas lâcher harcèlement comme ça. Non, donc il fallait trouver une parade. J'ai un beau discours, il a marché avec pas mal d'entreprises. D'accord. Pour clôturer, quels sont... toi qui as été victime de burn-out, qu'est-ce que tu dirais à l'entourage des personnes, justement, qui ont quelqu'un qui vit un burn-out actuellement? Parce que c'est vrai que de l'extérieur, comme je t'ai dit, j'avais aucune idée de tous ces détails-là. Je te voyais, on se voyait souvent d'ailleurs. Mais comme tu as dit aussi, c'est une bataille solitaire, donc je tombe des nues là en fait, avec le témoignage. Bah, en fait, il y a des personnalités, comment dire, c'est peut-être bâtard ce que je veux dire, mais qui ne sont pas faites pour soutenir des gens qui sont en souffrance. D'accord. Et c'est pas méchant, hein, c'est juste que c'est des personnalités comme ça. Et après, t'as des gens où se mettre à nu face à d'autres, c'est hyper délicat. Ouais. Donc je sais que moi, genre, je te racontais pas mal de choses dans le détail, il y en a plein qui savaient pas ce que j'avais, je disais juste j'ai un burn-out et fin d'histoire. Dans ma tête, c'était si tu veux savoir ce que c'est, tu tapes sur internet. Ouais. Et donc le soutien, moi, ce qui m'aidait, et je trouve que ce que peut faire l'entourage, si, par exemple, juste d'envoyer un message le matin ou d'appeler, je sais que j'ai mon brother qui m'appelait tout le temps, tu vois. Et on parlait de rire, hein, mais c'était juste de recevoir un appel comme ta mère le ferait, ton père, ça fait du bien. Par contre, moi, vraiment, ce dont je pourrais parler, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc déjà, quand moi ça m'arrive à plusieurs reprises, je parlais avec des personnes, elles me disaient moi aussi j'ai vécu ça, j'ai un frère mais moi c'est pire. Voilà, cette phrase là. Donc ça en fait, quand tu as cette attitude, tu peux le faire quand tu as écouté la personne, elle a parlé et après tu dis oui je le comprends, moi aussi et tout, j'ai vécu ça. Mais dès que tu réponds comme ça en fait, c'est comme si tu minimisais en fait ce que l'autre vit. C'est ça, tu invalides complètement son expérience et ouais. Ah non. Après, t'as le mot volonté, je pense qu'il a à bannir. Parce que, en fait, c'est comme si tu disais à la personne, elle est malade parce qu'elle n'a aucune volonté. Alors qu'elle a la volonté de s'en sortir, c'est juste qu'elle n'arrive pas, en fait. C'est dur.
Et moi, j'avais du mal avec une phrase. Et c'est pas la faute des gens. Mais pour moi, c'était comme un miroir. Ouais. C'était à chaque fois, mais t'es toujours malade? T'as encore ta Minerve? Ah, T'as merde. encore ton attel? Ouais. Et en fait, c'était pas méchant de la part des gens. Mais c'est que moi, quand j'entendais ça, ça me rappelait juste, tu vois, ils ont raison. Il y a un truc qui va pas chez toi, t'es toujours malade. D'accord. Et même, genre, juste le vigile de la banque, évidemment, je pouvais pas le supporter, alors qu'il était très sympa. Hein, mais c'était, ah, ma tante, je suis encore malade. Ouais, pourtant, pour lui, il prenait des nouvelles. Mais oui. Mais moi, c'était... franchement, c'était dur, quoi. Et donc, du Moi, coup, c'est comme ça que j'ai arrêté je- de parler. Hein. Mais moi, c'est comme ça que je jugeais. Hein. Je regarde, elle a Minerve, elle a la telle. Bon, ok. Non. Du coup, évidemment, je sortais plus. Tu sais, il y a des fois où Ouais. vous disiez, ouais, viens. Je fais, non, j'ai pas envie que les gens me voient dans cet état. Ouais, tu m'as dit plusieurs fois. Ouais. C'était parce que derrière, il y avait des questions, des commentaires, et que j'avais pas envie d'y répondre. Et donc, il y a des fois, je répondais, on m'a dit, ah, t'es agressive dans ta manière de répondre. C'était, bah ouais, mais en fait, c'est que non. Non. En fait, j'estime que si tu voulais vraiment... Il y en a qui le faisaient de manière fine, tu vois. Et à la fin, je me disais, oh putain, j'ai quand même répondu à sa question. Mais ça m'avait pas dérangé. Mais d'autres, Ouais. quand c'était frontal, c'était, putain, il est relou, lui, qui me laisse tranquille. Donc, parce que c'est pas marrant de se balader avec tous ces accessoires. Hein. Bah, bien sûr que non. C'était très moche, d'ailleurs. Mais ça t'a pas empêché de danser et de whiner à la Sunday. Justement, cette Sunday, c'était la veille de mon hospitalisation. Et ce week-end-là, j'étais au bout de ma vie. Donc, il fallait... Ah non, le travail, je m'étais clashée tout le week-end avec mon chef. Et je me souviens, le samedi, il m'a dit « Tu n'es pas sérieuse dans ton travail. C'est ça que j'aime pas avec toi. » Moi, c'était la phrase de trop, en fait. Je lui ai dit « Ah ouais, c'est ça? Ok, je te ferai pas ton truc. » Et j'ai raccroché. Putain. Ça avait l'air... En plus, j'avais des problèmes personnels à ce moment-là. Ouais. Et j'étais « Rien ne va. C'est horrible. » Et donc là, cette Sunday, j'étais avec tous mes copains, tout le monde était heureux et tout. Ouais, c'était une Sunday particulière. Et là, je me suis dit, tiens, absorbe cette énergie. Et je suis là en train de danser avec vous, mais au bout d'un moment, genre, j'ai commencé à avoir mes vertiges, en fait. Ouais. Et du coup, j'ai dû me faire accompagner, mais c'est là où je commençais à faire mes vertiges, à vomir. Et le matin, c'était direction l'hôpital. Bon, si vous savez pas ce que c'est que la Sunday, tapez sur Instagram. C'est un festival. C'est pas qu'un festival, c'est un concept. Oui, j'avoue, c'est un concept. C'est un concept made in Abidjan, hein, Ouais. et créé par une team fantastique qu'on salue. On passe au kiff du moment. Ouais. Avant de J'ai l'impression que du moment, je sais pas, ça te sauve. Ouais, c'est genre, on relâche la pression là. Mais après ça, on va se prendre une bonne glace. On va aller dans une galerie. On va regarder un peu d'art. On va absorber un peu d'énergie. Et voilà. Alors, Du coup, c'est quoi tes kiffs du moment? pourquoi tu commences par moi? Je sais pas, j'ai pas envie de parler, j'ai trop Non, parlé. vas-y, ok. Ce sont des recommandations. Toujours en lien avec mon engouement / tensionnement sur l'éducation sur le continent. J'ai lu un livre qui s'appelle Décoloniser l'esprit. J'allais forcément en parler. Je me suis dit, quand est-ce qu'elle va en Je parler? me saoulais avec. Franchement, je l'ai partagé à tout mon cercle. De Ngugi wa Thiong'o, qui est un auteur kényan, qui a abandonné complètement la langue anglaise pour écrire tous ses romans, tous ses livres, tous ses essais en kikuyu. Brava. Ouais, et c'est en fait, quand on lit ce livre, on se dit en fait, la solution pour le continent est là-dedans. Ça commence par les langues. Souviens-toi, on a introduit notre podcast par le fait qu'on ne parlait pas nos langues. Et comment ça handicapait et comment ça remettait en cause. Enfin, c'était limite central dans notre quête identitaire en fait. Ouais, parce qu'on a dit à plusieurs reprises, la langue, c'est le mode de pensée. C'est ça. Et il le dit, et il explique tellement bien dans son livre. Il le dit, il donne la place de la langue dans le roman, dans le théâtre, dans l'éducation. Et tu te dis, mais en fait, c'est ça la solution. C'est ça, tu vois. Juste une anecdote pour pas trop spoiler. Il a réussi à écrire un roman en kikuyu, justement. Et le roman a tellement touché toute la population que le personnage principal était recherché par la police. Parce qu'on croyait que c'était une vraie personne. Je te promets. C'est pour te dire à quel point ça a eu un tel impact. Enfin, je peux raconter le livre, mais pareil pour le théâtre. Et c'est là, il te dit, je vais essayer de lire un extrait qui m'a plu. On va faire comme notre putaras maintenant. Il est fatigant, cette con.
Alors, je vais vous lire un extrait qui est très en ligne avec l'actualité africaine du moment, entre les pachydermes et les dinosaures qui se battent pour le pouvoir. La participation démocratique du peuple à la conduite de sa propre existence, ou ne serait-ce qu'au débat concernant la conduite de sa propre existence, a toujours été considérée comme nuisible au bon gouvernement d'un pays et de ses institutions. Dans la mesure où elles sont celles du peuple, les langues africaines ne peuvent qu'être ennemies de l'État néocolonial. Ça vous donne le tempo. Je sais pas, j'avais envie de dire Wakanda. Et deuxième recommandation, c'est plutôt une page Insta, une page qui m'inspire beaucoup. C'est la première librairie africaine à Accra, au Ghana, avec tous les auteurs africains et de la diaspora, et qui se dit être un oasis de décolonisation dans le cœur de l'Afrique. Donc voilà. Et aussi, troisième, on va dire, inspiration, ou kiff, enfin kiff carrément, c'est toutes les initiatives de box de livres que je vois pas mal sur les réseaux sociaux en ce moment. Je suis jalouse du truc là au Cameroun. Ouais, Griot Bookshop. Ouais. Donc voilà, donc j'ai vu la recommandation chez Diane Audrey, Ngaku, Vaudart. Donc voilà, encourager des initiatives. Pour moi, on peut pas, à mon échelle, moi c'est mon avis personnel, je peux pas m'attaquer aux politiques, donc on peut se battre qu'à travers les livres en fait, et à travers le partage de connaissances. Donc voilà. Et toi? En fait, c'est toi qui aurais dû conclure. Je t'ai dit. C'est pas grave. Sinon, tu inverses dans la piste. Ah non, je vais conclure, c'est pas grave. Donc, en fait, moi, le premier, c'est le régime sans gluten. D'accord. Que j'ai testé. Donc, c'est cette protéine là, qu'on retrouve dans certaines céréales, notamment le blé, qu'on n'est pas censé manger en Afrique, en fait. Qui ne pousse même pas en Afrique. Bon. Faut arrêter ça. Du coup, j'ai fait un régime sans gluten pendant 15 jours à cause de mes problèmes gastriques. Ouais. On me l'avait recommandé, très efficace, moins de ballonnement, mon ventre était parfait. Et en fait, c'était même pas une tannée de le faire parce qu'on a tout ici. Putain, c'est peut-être ça que je devrais faire. Le matin, petit déjeuner bouilli de mil. Est-ce que ça te fait gonfler le ventre? Non, tu prends un petit bol. Le midi, t'as du riz, t'as plein de tubercules, t'as plein de trucs en fait. Le soir, tu manges léger avec une petite salade. En fait, c'était pas un enfer. Donc, je suis en mode, pourquoi on casse le cul ici à manger du blé, quoi. Donc, voilà. Bon, c'est un autre débat, mais bon, voilà. Du coup, ça m'a permis, moi, de manger. Nous, la bouillie de mil, c'est chez nous, c'est ça. On appelle ça le moni, hommage à mes bisaculaires. Donc, ensuite, c'est dans la ligne du travail, bien sûr. C'est un documentaire Arte. Arte, c'est ma chaîne. Hein. Qui s'appelle Le travail, salaire, profit. Donc, il y a plusieurs économistes sociologues qui interviennent. Notamment mon économiste togolais, Kako Nubupo. Et donc, ils reviennent sur certains concepts économiques, sociologiques et anthropologiques liés au travail. D'accord. Et bref, conclusion, le travail, c'est une torture. On te parle de Weber, de Marx, donc ceux qui ont fait un peu d'études bac ES, vous allez comprendre de quoi ça parle. Ouais. Mais c'est hyper intéressant. Et grâce à ça, en fait, j'ai aussi noté dans ma liste le bouquin qui s'appelle « Sortir l'Afrique de la servitude monétaire, à qui profite le franc CFA ». C'est pas un auteur camerounais, ça? Non, c'est Kako Nobuko qui l'a écrit. Ah, d'accord. Ouais. Mais il y a un truc similaire. Ouais, mais je crois qu'il l'a écrit avec quelqu'un d'autre, peut-être. Mais du coup, c'est dans ma top liste des 10 livres à lire prochainement. D'accord. Parce que, franchement, comme tu dis, là, nos dirigeants, on peut rien faire. Donc, cherchons la connaissance. C'est ça. Et j'aimerais conclure aussi l'épisode avec un remerciement à tous ces comptes Instagram sur le bien-être et la santé mentale, en français, en anglais, en portugais que je suis, qui font énormément de bien. Et moi, en fait, ça m'a permis de sortir la tête de l'eau. Et je pense qu'on fera une liste sur notre compte. Ouais. Mais c'est vraiment utile de démarrer. Moi, j'aimais bien démarrer ma journée avec des petites phrases comme ça. C'est encourageant. Voilà, donc prenez soin de vous. Personne ne prendra soin de vous à votre place. Le mental est connecté au corps, faut jamais oublier. Si on n'est pas bien dans la tête, le corps va réagir à un moment donné. Et même le mot maladie, en fait, ça veut dire le mal a dit. Donc voilà, c'était tout pour nous. Encore une fois, merci de nous suivre sur ce chemin-là, sur ce parcours. Vous êtes de plus en plus nombreux, on vous en remercie. Ah oui, bravo. Ouais, merci pour tout. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. En parler à votre entourage. Je le dis et je le redis tout le temps. Il faut libérer la parole. À bientôt. Salut.